Mon nom est Christopher Sterling. J'ai 34 ans. Je suis pompier. Et le jour où j'étais censé célébrer une année de vie de plus, je suis entré dans une embuscade qui allait briser tout mon monde. Avant de vous raconter comment je me suis retrouvé avec l'acte de propriété d'un manoir et ma famille suppliant à ma porte, je dois savoir d'où vous écoutez. Laissez votre ville et votre état dans les commentaires. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Le jour de mon anniversaire, mes parents ont organisé un dîner avec 200 proches juste pour me renier. Ma mère a brisé mes trophées juste devant tout le monde. Mon père m'a tendu une facture de 400 000 $, me regardant droit dans les yeux et disant « Chaque centime que nous avons gaspillé a élevé. Maintenant paix ». Mon frère a saisi les clés de mon camion sur la table, avec un sourire narquois, en disant « Papa m'a déjà transféré le titre de propriété ». Je suis parti sans un mot. 4 jours plus tard. Ils m'appellent 80 fois par jour. Mais pour comprendre pourquoi ils appellent et pourquoi je ne réponds pas, vous devez comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce salon. Je suis arrivé à la propriété de mes parents dans mon Ford F-150. C'est un modèle 2018, fiable, payé avec ma propre sueur, et il avait quelques bosses dues au transport de bois et d'équipements. Garé à côté sur l'allée circulaire se trouvaient des rangées de Mercedes, de BMW, et la toute nouvelle Porsche 911 GT3 de mon frère Julien. Elle ressemblait à un requin nageant parmi des poissons rouges. J'ai vérifié mon téléphone. Julien m'avait envoyé un SMS 1 heure auparavant. Viens juste à l'intérieur, Chris. Maman a vraiment fait un effort cette fois. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté mon col. Je ne portais pas de smoking, juste une chemise boutonnée propre et mes bons jeans. Je suis secouriste et pompier. Je ne possède pas de costume 3 pièces. Je suis monté les marches de marbre, m'attendant peut-être à un dîner guindé juste nous 4. Peut-être un gâteau acheté à la pâtisserie chère de la ville qui a le goût de carton mais coûte une fortune. La porte d'entrée était déverrouillée. Je l'ai poussée. Je me suis figé. Le salon, qui a la taille d'un petit terrain de basket, était bondé. Je parle de chaises pliantes alignées comme une réunion de conseil municipal ou un tribunal. Il y avait des tantes que je n'avais pas vues depuis mes 12 ans. Des cousins qui me reconnaissaient à peine à Noël. Des partenaires commerciaux de mon père. Des hommes en costume cher tenant des verres de scotch. 200 personnes. Et au moment où je suis entré sur le tapis moelleux, la pièce est devenue complètement silencieuse. Joyeux anniversaire, ai-je dit, mais cela est sorti plus comme une question. Mon père, Arthur Sterling, se tenait devant la pièce près de la cheminée. Il tenait un microphone. Ma mère, Evelyne, se tenait à côté d'une table recouverte d'une nappe blanche. Et Julien, mon frère aîné, était appuyé contre la cheminée, faisant tournoyer un verre de vin, l'air de s'apprêter à regarder son film préféré. Christopher, la voix de mon père retentit à travers les haut-parleurs. Elle n'était pas chaleureuse. C'était la voix qu'il utilisait quand il licenciait un entrepreneur. « Viens te tenir ici », dit-il en désignant un endroit sur le sol juste devant la foule. Mon estomac se serra. Mes instincts de pompier se sont activés. Le sentiment que quelque chose brûle, même si vous ne voyez pas encore les flammes. J'ai avancé. Je pouvais sentir les yeux des voisins sur mon dos. J'ai vu Madame Higgins, la commère du quartier, tenir son téléphone en l'air. J'ai cru qu'elle prenait une photo. Je ne savais pas qu'elle diffusait en direct. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, en gardant ma voix basse. « Ceci, » dit Arthur, en désignant la foule, « est un bilan. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse pile de papier. Elle était reliée par une lourde pince. Il la jeta sur la table avec un bruit sourd. Pendant 34 ans, mon père s'adressa à la pièce, pas à moi. Evelyne et moi avons supporté ce fardeau. Un murmure parcourut la foule. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Nous avons payé des écoles privées qu'il n'a pas su apprécier, continua Arthur, tournant une page. Nous avons payé l'orthodontie. Nous avons payé les camps d'été. Nous avons payé un diplôme universitaire en commerce qu'il a jeté à la poubelle pour aller jouer au héros dans un camion de pompiers. Je sauve des vies, papa, dis-je, ma voix coupant le silence. Tu sauves des chats des arbres et tu gâches ton potentiel, claqua-t-il. Il regarda de nouveau le papier.
Mes comptables ont fait les calculs. Avec l'inflation et les intérêts, le coût total de votre éducation, de votre nourriture et de votre logement jusqu'à ce que vous déménagiez s'élève à exactement 400 000 $. Il ramassa la pile de papier et me les fourra dans la poitrine. Je les saisis instinctivement. Ceci est votre facture, Christopher. Chaque centime que nous avons gaspillé à vous élever. Maintenant paix. Je le fixai. La pièce tournait. Vous plaisantez. C'est une blague de mauvais goût. Est-ce que j'ai l'air de rire? Le visage d'Arthur était de marbre. Vous avez deux choix ce soir. Vous acceptez de nous rembourser 2000 $ par mois pendant les 20 prochaines années. Ou vous renoncez à vos droits sur la succession de votre grand-mère Rose. Mon cœur s'arrêta. Grand-mère Rose. Elle était décédée il y a 6 mois. La blessure était encore fraîche. C'est à propos de la maison de grand-mère, chuchotai-je. C'est à propos du retour sur investissement, dit Arthur froidement. Tu as été un mauvais investissement, Chris. Avant que je ne puisse répondre, ma mère s'avança. Elle était magnifique dans sa robe de créateur, des diamants étincelants à son cou, mais ses yeux étaient maniaques. Et juste pour que vous le sachiez, nous sommes sérieux, dit-elle, sa voix tremblante d'une rage que je ne comprenais pas. Elle tendit la main sous la nappe blanche sur la table. Elle en sortit mon trophée de pompier de l'année, celui que j'avais reçu pour avoir sorti une famille de 4 personnes d'une berline en feu sur l'autoroute il y a 3 ans. C'était la seule chose dont j'étais vraiment fier. Ces petits jouets ridicules, ricana-t-elle. Ils ne signifient rien. Elle leva le lourd trophée en laiton au-dessus de sa tête. Maman, non, ai-je prévenu. Crash. Elle l'écrasa sur le foyer de marbre de la cheminée. La base se fissura, le métal se tordit, le son résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. La foule haleta. Je vis ma tante Clara, au dernier rang, se couvrir la bouche de la main. Ma mère ne s'arrêta pas. Elle replongea sous la nappe et en sortit mon diplôme encadré de l'Académie des pompiers. Elle déchira le cadre, déchirant le papier en deux. Ingrat, siffla-t-elle, jetant les morceaux à mes pieds. Nous voulions un PDG. Nous avons eu un fonctionnaire. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais d'une rage si brûlante que j'avais l'impression d'avoir avalé un charbon ardent. Je regardais les morceaux brisés de ma vie éparpillés sur le sol. Avez-vous terminé, demandai-je, ma voix terriblement calme. Pas encore, lança Julien. Il se détacha de la cheminée et s'approcha de la table. Tu vois, Chris, papa et moi, on parlait. Tu ne peux pas te permettre 400 000 $. Tu as à peine de quoi payer le loyer de ton appartement. Il ramassa un jeu de clés sur la table. Mes clés. Alors, on prend un acompte. Il balança les clés de mon Ford F-150 devant mon visage. Mon camion? Je fis un pas en avant. Donne-moi mes clés, Julien. En fait, dit Julien avec un sourire narquois, les empochant, c'est mon camion maintenant. Papa te l'a acheté quand tu avais 22 ans, tu te souviens? Le titre était à son nom. Il me l'a cédé ce matin. J'ai besoin d'un véhicule de transport pour les chiens quand nous allons à la maison du lac. Le cuir de la Porsche est trop beau pour des pattes boueuses. J'ai payé toutes les réparations de ce camion, dis-je en serrant les dents. J'y ai mis de nouveaux pneus la semaine dernière. Entretien d'investissement, haussa les épaules Julien. Merci pour ça. Je regardais autour de la pièce. 200 personnes, familles, amis, des gens qui m'avaient vu grandir. Ils étaient tous assis là, assistant à cette exécution publique de ma dignité, et pas un seul ne s'est levé. Pas un seul n'a dit, Arthur, c'est insensé. Ils avaient tous peur de lui ou ils appréciaient le spectacle. Je regardais mon père qui vérifiait sa montre comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale qui durait trop longtemps. Je regardais ma mère qui respirait difficilement, se tenant au-dessus des débris de mes réalisations. Je regardais Julien, qui souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. J'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Quelque chose qui m'a frappé plus fort que la facture ou le trophée brisé. Je n'avais pas de famille. J'avais des créanciers. Je regardais la facture de 400 000 $ dans ma main. Je la laissai tomber au sol, les papiers s'éparpillèrent, se mélangeant au verre brisé de mon trophée. Alors, demanda Arthur dans le microphone.
signer les droits sur la maison de Rose ou commencer à payer. Je le regardais droit dans les yeux. Je ne signerai rien, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais dans ce silence, elle porta jusqu'au fond de la pièce. Et je ne vous paierai pas un centime. Alors pars, cria ma mère. Sors de cette maison. Tu n'es pas mon fils. Je me suis tourné vers Julien. Je veux les clés de ma maison de ce trousseau. Julien rit. Viens les chercher. Je ne l'ai pas combattu. Je n'ai pas balancé de coups. Je l'ai juste regardé avec pitié. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon portefeuille, et j'ai pris la clé de rechange de mon appartement. Garde le camion, ai-je dit. Tu as toujours eu besoin de l'aide de papa pour te débrouiller. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. La mère de chaise pliante ne s'est pas ouverte. J'ai dû me frayer un chemin à travers une rangée de cousins qui ne voulaient pas établir de contact visuel. Alors que j'atteignais la porte, la voix de mon père résonna une dernière fois. Sors par cette porte, Christopher, et tu es mort pour nous. Ne reviens pas en rampant quand tu seras fauché. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. L'air nocturne s'est précipité, frais et pur. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti et pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement, absolument libre. Mais je n'avais aucune idée que la vraie guerre venait de commencer. J'ai marché 6 kilomètres cette nuit-là. J'ai marché jusqu'à ce que les ampoules sur mes talons éclatent et saignent dans mes chaussettes. J'ai marché jusqu'à ce que les manoirs du quartier de mes parents fassent place aux centres commerciaux et stations-service du monde normal. À chaque pas, l'adrénaline s'est estompée et les souvenirs sont revenus en cascade. On n'arrive pas à une nuit comme ça sans toute une vie de signes avant-coureurs. Ayant grandi dans le foyer Sterling, il y avait 2 catégories distinctes de personnes, les actifs et les passifs. Mon frère Julien était l'actif, l'enfant chéri. Il avait 4 ans de plus que moi, avec le sourire de requin de mon père et le besoin insatiable d'attention de ma mère. Quand Julien avait 16 ans, il a écrasé un jet-ski contre le quai d'un voisin, causant 15 000 $ de dégâts. Mon père l'a balayé d'un rire comme de l'espièglerie et a écrit un chèque. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu un B en calcul. Mon père m'a fait asseoir dans son bureau pendant 3 heures, me faisant la leçon sur la façon dont la médiocrité était une maladie. Les Sterling ne sont pas moyens, Christopher. Nous sommes exceptionnels. La différence n'a jamais été aussi claire que le jour de nos 18 ans. Pour les 18 ans de Julien, l'allée était remplie de ballons. Mon père l'a conduit dehors, les yeux bandés, et lui a dévoilé une Ferrari rouge cerise. Elle était d'occasion, bien sûr, mais c'était une Ferrari. Une machine pour un homme qui irait loin, avait dit papa, faisant teinter son verre de champagne. 4 ans plus tard, le jour de mes 18 ans, je suis descendu m'attendant à. Eh bien, pas une Ferrari, peut-être une poignée de main, peut-être une carte. Au lieu de cela, j'ai trouvé mes sacs emballés près de la porte. Tu es un adulte maintenant, a dit Arthur, sans lever les yeux de son Wall Street Journal. Tu as clairement montré que tu n'as pas l'aptitude pour l'entreprise familiale. Je ne soutiendrai pas un parasite. Tu as 24 heures pour trouver un autre endroit où vivre. C'est cette année-là que j'ai rejoint l'Académie des pompiers. C'était le seul endroit qui offrait un dortoir et 3 repas par jour. Je n'ai pas rejoint pour être un héros. J'ai rejoint pour survivre. Mais au fil des ans, j'ai trouvé dans la caserne ce que je n'ai jamais trouvé dans le manoir. La fraternité, la loyauté, des gens qui vous jugeaient par vos actions, pas par votre compte en banque. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu secouriste. J'ai vu des choses dans les rues, des accidents de voiture, des overdoses, des arrêts cardiaques qui rendaient l'obsession de mes parents pour les adhésions au country club absurde. Mais le vrai point de rupture, la chose qui a vraiment empoisonné le puits, n'était pas une question d'argent. C'était à propos de grand-mère Rose. Ma grand-mère, Rose Sterling, était la matriarche. Elle était la seule personne de cette famille qui ne me regardait pas comme si j'étais un mauvais investissement. Elle était minuscule, à peine 1,50 m, avec des cheveux blancs et des mains toujours couvertes de farine ou de terre de jardin. Il y a 3 ans, grand-mère Rose a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer et un cancer des os de stade avancé. C'était une combinaison brutale. Elle avait besoin de soins 24 heures sur 24. Mes parents ont tenu une réunion de famille. Nous allons la mettre dans l'établissement Chadipiné, a dit ma mère,
sirotant son chardonnay. C'est très exclusif. Ils ont un pianiste dans le hall. Maman, dis-je, assis sur le bord du canapé dans mon uniforme. Shady Pinet est un entrepôt pour personnes âgées. Elle est terrifiée d'être seule. Elle a besoin de sa famille. Nous sommes des gens occupés, Christopher, claqua Julien. J'ai la fusion qui approche. Maman a le gala de charité. Papa et papa. Qui va lui essuyer les fesses? Toi, rit-il. Un son cruel et aigu. Oui, dis-je. Moi. Et je l'ai fait. Pendant 3 ans, j'ai travaillé le quart de nuit à la caserne de pompiers. Et pendant la journée, je vivais dans la petite maison de grand-mère Rose en lisière de ville. Ce n'était pas un manoir. C'était un cottage avec un toit qui fuyait et un porche qui sentait la pluie et le vieux bois. J'ai appris à changer des couches pour adultes. J'ai appris à donner la cuillère à une femme qui cuisinait autrefois le dîner de Thanksgiving pour 20 personnes. J'ai appris à lui chanter de vieilles chansons quand la douleur était si forte qu'elle ne pouvait pas dormir. Où étaient mes parents? Ils venaient une fois par mois. Ils restaient 20 minutes. Portant des masques parce qu'ils ne voulaient rien attraper, même si le cancer n'est pas contagieux. Ils prenaient un selfie avec grand-mère pour Facebook. L'intitulait « Visite à notre ange bien-aimé », puis partait avant que sa couche n'ait besoin d'être changée. Julien est venu exactement 2 fois en 3 ans, les 2 fois pour demander si elle se souvenait où elle avait mis de vieilles obligations. Mais dans les moments de lucidité, grand-mère Rose et moi avons parlé. Je me souviens d'une nuit, environ 1 mois avant son décès. La morphine s'était dissipée et ses yeux étaient clairs. Elle a attrapé ma main. Sa poigne était étonnamment forte. « Christopher » a-t-elle chuchoté. « Il pense que je ne vois pas. »« Voir quoi, grand-mère » ai-je demandé, ajustant ses oreillers. « Il pense que je ne suis qu'un corps en attente de mourir. Ils tournent autour de Chris comme des vautours. Ils veulent la maison. Ils veulent la fiducie. Je ne les laisserai pas te faire de mal, ai-je promis. » Elle a souri, une lueur malicieuse dans ses yeux qui m'a rappelé la jeune femme sur les photos en noir et blanc sur sa cheminée. « Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai pris les choses en main. Tu es l'homme le plus riche de cette famille, Christopher. » J'ai ri, regardant mes manchettes effilochées. « Grand-mère, j'ai $400 sur mon compte courant. »« Pas l'argent, dit-elle. » Elle a tapoté ma poitrine juste au-dessus de mon cœur. « Ici, tu as la richesse de cœur. Eux sont des gueux. Des fantômes affamés, mangeant de l'or sans rien ressentir. Tu te souviens de ça? Elle est décédée paisiblement dans son sommeil il y a 6 mois. Je tenais sa main. Mes parents étaient à une dégustation de vin dans la Napa Valley. Ils ne sont pas revenus pour le moment du décès, mais ils sont bien revenus pour la lecture du testament préliminaire. Ils étaient furieux quand ils ont découvert que l'avocat, un homme nommé Silutorn, ne lirait pas le testament complet immédiatement. Il a dit qu'il y avait des retards administratifs et que le testament serait lu après une période d'attente obligatoire. Mon père a passé les 6 derniers mois à fumer de rage. Il a supposé qu'il obtenait tout. Bien sûr, il avait déjà inscrit le cottage de grand-mère sur une annonce immobilière privée, commercialisée comme une opportunité de démolition. Puis vint la semaine dernière. J'étais assis dans mon appartement en train de manger de la pizza froide quand mon téléphone a sonné. C'était Julien. Petit frère. Sa voix était douce comme de l'huile. « Qu'est-ce que tu veux, Julien? Est-ce une façon de parler à la famille? Écoute, maman et papa. Ils ont réfléchi. Avec la succession qui va bientôt être réglée, ils veulent enterrer la hache de guerre. J'ai fait une pause. Vraiment? Oui. Nous avons été durs avec toi. Nous le savons. Maman veut organiser une fête d'anniversaire. Une grande. Mercredi soir. Tout le monde vient. C'est une célébration de toi, Chris. Un nouveau départ. J'ai voulu y croire. Dieu m'aide. Malgré tout, il y a une partie stupide et brisée de chaque enfant qui veut juste que ses parents soient fiers de lui. D'accord, ai-je dit. Je serai là. Super, dit Julien. Mais quelque chose de sympa. Oh, et amène le camion. Papa veut vérifier les pneus. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? J'ai raccroché,
sentant une lueur d'espoir. Peut-être que la mort de grand-mère les avait changés. Peut-être que le chagrin avait adouci leur cœur. J'étais si naïf. Si j'avais su ce qu'il préparait vraiment, j'aurais conduit mon camion dans l'océan plutôt que de le garer dans cette allée. La semaine précédant l'embuscade d'anniversaire, les choses étaient étranges. Vous connaissez cette sensation quand la pression barométrique chute juste avant une tornade? L'air devient lourd. Les oiseaux arrêtent de chanter. C'était ma vie. Le premier signe est venu d'une source improbable. Le magasin de bricolage. J'y prenais de quoi pour ma baignoire 3 jours avant la fête. J'étais dans l'allée 4, regardant des mastiques silicone quand j'ai entendu une voix familière. Je vous dis, la carte a été refusée. Réessayez. J'ai jeté un coup d'œil au bout de l'allée. C'était ma tante Clara. Il faut comprendre, tante Clara. C'est la sœur de ma mère, mais elle ne pourrait pas être plus différente. Ma mère, c'est tout la soie et le botox. Tante Clara porte des chemises en flanelle, conduit une Subaru et dirige un refuge pour chiens. Mes parents l'appellent la brebis galeuse. Moi, je l'appelle la seule personne saine d'esprit de la lignée. Elle se disputait avec la caissière à propos d'un sac de nourriture pour chiens. Tante Clara, je suis sortie. Tout va bien? Elle se retourna, l'air rouge. Christopher. Oh, chérie. Oui, c'est juste cette stupide machine. Laissez-moi m'en occuper, dis-je. J'ai passé ma carte de débit. C'était $40. Je pouvais me permettre $40. Nous sommes sortis ensemble sur le parking. Elle me regarda avec des yeux trop tristes pour un mardi après-midi. J'ai entendu parler de la fête, dit-elle brusquement. Oui, surprenant, n'est-ce pas? Julien dit qu'ils veulent faire la paix. Clara laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié grognement. Elle me saisit le bras, sa poigne serrée. Elle me tira derrière sa Subaru, loin des regards indiscrets. Chris, écoute-moi. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent des liquidités. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle regarda autour d'elle, baissant la voix. Tu es au courant des investissements de Julien? Les trucs de crypto? Il dit qu'il cartonne. Il a acheté la Porsche, n'est-ce pas? Il a acheté la Porsche avec un prêt ballon, siffla Clara. Et le crypto a durement chuté. Mon ami travaille à la banque en centre-ville. Julien est en difficulté, Chris. Gravement. On parle de 2 millions de dollars de dette. Il doit de l'argent à des gens à qui tu ne veux pas devoir de l'argent. Des bookmakers, des usuriers déguisés en capital risqueur. Je la fixais. 2 millions? Arthur et Evelyne essaient de le sortir de là, continua-t-elle. Mais leur argent est immobilisé dans l'immobilier commercial et le marché est mou en ce moment. Ils sont à court de liquidités. Ils sont désespérés. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon anniversaire? Clara me regarda comme si j'étais un enfant marchant au milieu de la circulation. La succession de grand-mère Rose. Le testament sera lu la semaine prochaine. Ils ont besoin que tu signes quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais Arthur a rencontré des avocats louches. Pas si Luthorne. D'autres gars. Elle me serra les épaules. Ne va pas à cette fête, Christopher. Quoi qu'il prévoie, c'est un piège. Reste chez toi. Verrouille tes portes. Je sentis un frisson froid me parcourir l'échine. Cela avait du sens. La gentillesse soudaine, l'invitation. Je dois y aller, Clara, dis-je lentement. Pourquoi? Tu es masochiste? Parce que si je n'y vais pas, je ne saurai jamais avec certitude. Je dois regarder mon père dans les yeux. S'il complote contre moi, je veux le voir. Je veux qu'il me le dise en face. Clara soupira, secouant la tête. Tu as trop de ta grand-mère en toi, têtu comme une mule. Elle me serra dans ses bras. Je serai là. J'ai une invitation. Je n'allais pas y aller, mais si tu vas au peloton d'exécution, je ne te laisserai pas y rester seul. C'était le signe avant-coureur numéro 1. Le signe avant-coureur numéro 2 est arrivé le matin de la fête. Je sortais les poubelles de mon complexe d'appartements. D'habitude, je jette juste les courriers indésirables, mais une épaisse enveloppe de couleur crème a attiré mon attention.
Elle dépassait du fond de la poubelle, tachée de marques de café. Je l'ai pêchée. Elle m'était adressée, mais l'adresse était légèrement erronée. Elle avait mon ancien code postal, c'est pourquoi le facteur l'a probablement jetée où elle s'est mélangée. L'adresse de l'expéditeur, Silutorne, avocat. Mon cœur battait la chamade. Je l'ai déchirée là, à côté de la benne à ordures. La lettre était datée d'il y a 2 semaines. Cher Monsieur Sterling. Conformément aux instructions de la regrettée Rose Sterling. Je demande une réunion privée avec vous avant la lecture officielle du testament. Il est impératif que nous nous parlions. Votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques concernant votre sécurité et la disposition de la succession. Veuillez contacter mon bureau immédiatement. Ne discutez pas, je répète, ne discutez pas des questions d'héritage avec votre famille avant que nous ne nous soyons parlé. Cordialement, Silas. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro figurant sur l'entête. Nous sommes désolés. Le bureau est actuellement fermé. Veuillez laisser un message. Il était 18 h le jour de la fête. Je l'avais manqué. Je me tenais là, sur le parking, tenant une lettre tachée de café qui me semblait être un bouclier. Grand-mère avait essayé de me prévenir. Instructions spécifiques concernant votre sécurité. Que savait-elle? Que avait-elle fait? Je suis rentré et j'ai pris une douche. J'ai frotté l'odeur de la caserne de pompiers sur ma peau. J'ai mis ma meilleure chemise. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas l'air d'un Sterling. J'avais une cicatrice sur le menton due à une poutre tombée. J'avais des callosités sur les mains. J'avais des yeux fatigués. J'ai mis la lettre de Silutorne dans la poche intérieure de ma veste, juste contre mon cœur. Mon téléphone a vibré. Un SMS de David. David est mon meilleur ami depuis la maternelle. Il est l'opposé de moi. Bruyant, insolent et un avocat de la défense pénale incroyablement bon. David, tu es sûr de ça ce soir? J'ai de mauvaises vibrations, mec. Pourquoi inviter 200 personnes pour un dîner d'anniversaire? Ce n'est pas une fête. C'est une conférence de presse. Moi? J'y vais. Clara dit qu'ils ont des problèmes. Je dois voir ce qu'ils veulent. David, je viens te chercher. Je ne te laisserai pas y aller seul. Moi? Je prends le camion. J'aurai peut-être besoin d'une fuite rapide. David, d'accord. Je te suis. Si je vois Arthur sortir un contrat, je prends d'assaut le château. J'ai souri. Au moins, j'avais du renfort. Je suis sorti vers mon camion. J'ai tapoté le capot. C'était un Ford 2018. Rien d'extraordinaire, mais je l'aimais. Je l'avais acheté d'occasion à un gars du Texas. Il avait un moteur V8 qui rugissait quand on appuyait sur l'accélérateur. C'était la première chose que j'avais jamais possédée et sur laquelle le nom de mon père n'était pas. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis monté, j'ai tourné la clé et j'ai écouté le moteur ronronner. D'accord, ma belle, ai-je chuchoté. Un dernier voyage dans le ventre de la bête. Je ne savais pas à quel point ces mots étaient prophétiques. Je ne savais pas que dans les 3 heures, je marcherais sur l'autoroute sans clé, sans famille, mais avec un feu dans mes tripes qui allait réduire en cendres toute leur maison de cartes. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 45 minutes. J'ai passé chaque minute à répéter ce que j'allais dire. Merci pour le dîner, maman. Non, papa. Les affaires vont bien. Julian, belle voiture. Des mensonges. Tous de polis mensonges conçus pour maintenir la paix. C'est ce que j'avais été conditionné à faire toute ma vie. Maintenir la paix. Ne pas contrarier Arthur. Ne pas déclencher Evelyne. Ne pas éclipser Julian. J'ai vu le Jeep Wrangler noir de David dans mon rétroviseur tout le long du trajet. Le fait qu'il soit là était la seule raison pour laquelle je ne suis pas revenu sur l'autoroute. Quand nous sommes entrés dans la communauté fermée, la richesse m'a frappé comme un coup physique. Les pelouses étaient manucurées à la perfection. Les fontaines étaient éclairées par des lumières LED de bon goût. C'était un quartier où personne ne tondait sa propre pelouse et où tout le monde poursuivait ses voisins pour des clôtures. J'ai garé mon camion. David s'est arrêté à côté de moi. Il a sauté de la voiture, ajustant sa veste de costume.
Il avait l'air prêt à se battre. Souviens-toi, dit David, appuyé contre la portière de mon camion. S'il commence les insultes passives-agressives, nous partons. Nous allons chez Ali, prendre des ailes de poulet et de la bière, et célébrer ton anniversaire comme des êtres humains. D'accord, dis-je. Nous avons marché jusqu'à la porte. C'est là que j'ai remarqué le silence. Habituellement, une fête avec 200 personnes a un bourdonnement. De la musique, des bavardages, des rires, des tintements de verre. Cette maison était silencieuse. Les fenêtres brillaient, mais aucun son ne s'échappait. Cela ressemblait moins à une fête qu'à une veillée funèbre. J'ai ouvert la porte, comme je vous l'ai dit au début, et je suis entré dans l'embuscade. Mais il y a des détails que j'ai omis auparavant. Des détails qui comptent maintenant. Tandis que je traversais la foule, me dirigeant vers le lieu d'exécution que mon père avait désigné, j'ai établi un contact visuel avec des gens. J'ai vu Monsieur Harrington au 2e rang. C'est le plus grand investisseur de mon père, un promoteur milliardaire qui a construit la moitié de la ville. Il avait l'air mal à l'aise. Il vérifiait son téléphone, fronçant les sourcils. Pourquoi papa l'inviterait-il à un anniversaire de famille? À moins que ce ne soit un spectacle pour lui aussi. Un spectacle pour prouver qu'Arthur Sterling contrôlait ses finances, contrôlait sa famille. Puis j'ai vu Bella, la femme de Julian. Elle était assise au 1er rang, l'air ennuyé. Elle défilait sur Instagram, mais ensuite j'ai vu son cou. Elle portait des perles, un triple rang de perles de culture vintage crémeuse avec un fermoir en diamant. Mon souffle s'arrêta. C'étaient les perles de grand-mère Rose. Grand-mère avait porté ces perles tous les dimanches pendant 50 ans. Elle m'avait dit spécifiquement, celles-ci sont pour ta future femme, Christopher, parce que tu es le seul qui se mariera par amour. Elles étaient censées être dans le coffre-fort, scellées par l'exécuteur testamentaire jusqu'à la lecture du testament. Comment Bella les avait-elle? Je regardais Julian. Il portait une Rolex en or. La Rolex de grand-père, celle qui avait disparu de la chambre d'hôpital le jour de la mort de grand-père. Il y a 10 ans. Ils avaient pillé la succession. Ils n'avaient pas attendu le testament. Ils n'avaient pas attendu la loi. Ils étaient simplement entrés dans sa maison vide et avaient pris ce qu'ils voulaient. Comme des pilleurs de tombes. La lettre dans ma poche me semblait lourde. Ne discutez pas des questions d'héritage. J'ai alors réalisé que ce n'était pas seulement une question de m'intimider. C'était une frappe préventive. Ils savaient que grand-mère m'avait laissé quelque chose. Ils ne savaient pas quoi, mais ils avaient peur. Ils voulaient me briser, me discréditer et me priver de toute ressource avant la lecture du testament afin que je n'ai ni l'argent ni la volonté de les combattre devant les tribunaux. C'est pourquoi ils voulaient les 400 000 $. C'est pourquoi ils ont volé le camion. Ils voulaient que je sois démuni. Ils voulaient que je sois à genoux pour que je signe n'importe quel papier qu'ils me mettraient sous le nez juste pour acheter un sandwich. J'ai regardé ma mère se tenant près de la cheminée, attendant de briser mes trophées. Elle avait l'air excitée. Ses yeux brillaient. Elle n'était pas triste que son fils soit un échec. Elle était ravie d'avoir un public pour sa cruauté. David s'avança à côté de moi. Il me chuchota à l'oreille, bougeant à peine les lèvres. Chris, regarde la table. Sous les papiers, j'ai regardé sous la pile de factures que mon père avait préparée. Il y avait un seul dossier juridique bleu. C'est un acte de cession sans garantie, chuchota David. Je reconnais la police de loin. Ils veulent que tu signes un acte de cession sans garantie sur une propriété. Le cottage, ai chuchoté en retour. Ne signe pas. Quoi qu'il fasse, ne signe pas, Christopher. Arthur aboya dans le microphone. Arrête de chuchoter à ton ami avocat et fais face à ta famille. Je me suis tourné pour lui faire face. La peur avait disparu. La nervosité avait disparu. J'ai touché la poche où se trouvait la lettre de Silas. Viens, pensai-je. Et c'est là que le fracas a commencé. Revenons à ce moment. Le moment où le verre de mon trophée était éparpillé sur le sol et que les échos du crash s'estompaient. Mon père venait d'exiger que je paie 400 000 $ ou que je renonce à mes droits. La pièce retenait son souffle. 200 personnes attendaient que je pleure, que je supplie ou peut-être que je crie. C'est ce que font les Sterling. Nous faisons des scènes,
Mais je suis pompier. Quand le toit s'effondre et que la fumée est épaisse, on ne crie pas. On se tait. On évalue. On agit. J'ai regardé Arthur. Il transpirait un peu. Une goutte de sueur sur sa lèvre supérieure. Il était nerveux. Pourquoi serait-il nerveux s'il détenait toutes les cartes? Parce qu'il ne détenait pas toutes les cartes. Il bluffait. Laissez-moi bien comprendre, dis-je. Ma voix était stable, résonnante. Je la projetais comme si je donnais des ordres sur un lieu d'accident. Vous me facturez mon enfance. Je récupère mes pertes, dit Arthur, bombant le torse. Et si je ne paie pas, je dois signer ce dossier bleu, là-bas? J'ai pointé la table. Arthur tressaillit. Il posa rapidement sa main sur le dossier. C'est un formulaire de mainlevée standard pour simplifier le processus d'homologation pour la maison de grand-mère, puisque tu ne peux de toute façon pas l'entretenir. Je vois. J'ai fait un pas vers la foule. J'ai tourné le dos à mon père. J'ai regardé directement Monsieur Harrington, l'investisseur. Monsieur Harrington, dis-je. Le vieil homme leva les yeux, surpris. Oui, mon garçon. Vous faites affaire avec mon père depuis 20 ans. Demande-t-il habituellement aux gens de signer des contrats qu'ils n'ont pas lus sous la contrainte et devant un public? Monsieur Harrington fronça les sourcils. Il regarda Arthur. C'est peu orthodoxe, Arthur. C'est une affaire de famille, cria Arthur, son visage rougissant. Tais-toi, Christopher. Ça a cessé d'être une affaire de famille quand vous avez invité tout le quartier et facturé l'entrée, ai-je crié en retour, me retournant pour lui faire face. Je me suis approché de la table. J'ai ramassé la pile de factures, le bilan de 400 000 $. Je l'ai feuilleté. Couche, 1992, 4 cents $. J'ai lu à voix haute. Fenêtre cassée, 1998. 250 $. Vous avez gardé les reçus pendant 30 ans. Je suis un homme méticuleux, ricana Arthur. Non, dis-je, laissant tomber les papiers. Vous êtes un homme fauché. Le silence qui suivit cette déclaration fut lourd. Excusez-moi, Evelyne s'avança, serrant ses perles. Nous sommes des Sterling. Nous possédons la moitié de cette ville. Alors pourquoi essayez-vous de voler un Ford F-150 rouillé à votre fils? J'ai pointé Julien. Et pourquoi Julien porte-t-il la montre volée de grand-père? Julien couvrit son poignet, ses yeux papillonnants. Et pourquoi, continuai-je en marchant vers Julien, tante Clara m'a-t-elle dit que Julien a 2 millions de dollars de dettes envers des requins de la crypto? Le visage de Julien devint blanc comme du papier. C'est un mensonge. Julien cria, sa voix se brisant. C'est une ivrogne menteuse. Je suis juste ici, Julien, cria tante Clara de l'arrière. Et je suis sobre. Par l'heure de la deuxième hypothèque sur la Porsche. La foule éclata. Les murmures se transformèrent en cris. Est-ce vrai? Demanda Monsieur Harrington, se levant. Arthur, vos liquidités sont-elles compromises? Mon père avait l'air de faire un AVC. Il frappa la table de la main. Assez. Le microphone produisit un Larsen. C'est à propos de Christopher. Il est ingrat. C'est un parasite. Signe le papier, garçon, ou je jure devant Dieu que je te ruinerai. J'appellerai le chef des pompiers. Je lui dirai que tu voles des médicaments de l'ambulance. Je ferai révoquer ta licence. Je le fixai. Cet homme, mon père, menaçait de détruire ma carrière. La carrière que j'avais bâtie pour sauver des vies. Juste pour mettre la main sur un cottage qui n'était pas le sien. C'est à ce moment-là que le dernier fil d'attachement se rompit. J'ai fouillé dans ma poche. J'ai sorti la lettre de Silu Thorne. Je ne l'ai pas lue. Je l'ai juste brandie. Vous voulez parler d'avocat, papa, dis-je doucement. J'ai rendez-vous avec Silu Thorne lundi, et je pense qu'il sera très intéressé d'apprendre que vous avez essayé de me faire chanter pour que je renonce à mon héritage. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent. Il reconnut le nom. Tu as parlé à Silas? Oui, mentis-je. Et tu sais quoi? Je pense que j'attendrai de voir ce que grand-mère m'a réellement laissé avant de signer quoi que ce soit. Je regardai ma mère.
Elle tremblait, tenant un morceau déchiqueté de mon diplôme. « Tu as brisé mes affaires, maman, dis-je. Mais tu ne peux pas me briser. » Je ne suis plus l'enfant qui pleurait dans sa chambre. Je me suis tourné vers Julien. « Profite du camion, frère. Il a besoin d'une vidange et les freins sont un peu mous. Essaie de ne rien heurter. » Je regardais David. « Allons-y. » « Avec plaisir, » dit David, fusillant mon père du regard. Je me suis dirigé vers la porte. Mon père criait quelque chose derrière moi. Des menaces, des malédictions, des exigences, mais cela sonnait comme du bruit provenant d'une télévision dans une autre pièce. Cela ne m'atteignait pas. J'ai franchi la porte d'entrée, descendu les marches et suis arrivé sur l'allée. L'air nocturne était doux. « Monte dans ma Jeep, » dit David. « Je t'offre le plus grand steak de la ville. »« Attends, » dis-je. Je me suis retourné vers la maison. À travers la grande baille vitrée, je pouvais voir le chaos. Des gens se levaient, se disputant. Monsieur Harrington sortait. Ma mère pleurait. De vraies larmes cette fois, des larmes d'humiliation. J'ai pris une photo dans mon esprit. Je voulais me souvenir de cela. Le moment où l'Empire Sterling s'est fissuré. Je suis monté dans la Jeep de David. Nous sommes partis, laissant mon camion, mes trophées et ma famille derrière moi. J'ai cru que le pire était passé. J'ai cru avoir gagné, mais je me suis trompé. Le silence a duré 4 jours, puis les appels téléphoniques ont commencé. Et puis l'avocat a lâché la bombe qui allait transformer la cupidité de mes parents en leur destruction absolue. Pendant les 4 jours suivants, j'ai disparu. Je suis resté dans la maison d'amis de David. J'ai éteint mon téléphone. J'ai appelé au travail et pris un congé personnel. J'avais juste besoin de respirer. Je me sentais comme un amputé. J'avais coupé un membre gangréneux et pourri, mais un membre quand même. Ça faisait mal. Le matin du 4e jour, j'ai rallumé mon téléphone. Pigne, pigne, pigne. Le téléphone a vibré si fort qu'il a failli tomber de la table. 83 appels manqués, 47 SMS, 12 messages vocaux. Je les ai parcourus. Papa, 20 appels. Décroche. Nous devons parler. Ne sois pas puéril. Maman, 15 appels. Christopher, s'il te plaît. Nous étions juste stressés. Grand-mère voudrait que nous soyons une famille. Julien, 30 appels. Mec, appelle-moi. C'est grave. La banque appelle. J'ai besoin du titre de propriété du camion. Attendez, besoin du titre de propriété du camion? J'ai ri. Un rire sombre et creux. Julien avait volé mes clés, mais il ne pouvait légalement ni vendre ni refinancer le camion sans le titre, qui se trouvait dans un coffre-fort inifugé dans mon appartement. Il était coincé avec un véhicule volé qu'il ne pouvait pas monétiser. Mais le message le plus important était un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Sterling, ici Silu Thorne. Je comprends qu'il y a eu un incident au domicile de vos parents. Je dois vous demander de venir à mon bureau immédiatement aujourd'hui, à 14 heures. Ne parlez pas à vos parents avant de me voir. Il s'agit de la clause de contrainte. Clause de contrainte? Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. À 13h45, David m'a conduit en centre-ville. Le bureau de Silu Thorne se trouvait dans un vieux bâtiment en briques qui sentait le cuir et l'argent ancien. Pas l'argent clinquant de verre et d'acier que mon père aimait. Le vrai argent, l'argent discret. Silu Thorne était un homme de 70 ans aux yeux bleus perçants et un costume qui semblait plus vieux que moi mais lui allait parfaitement. Il m'a serré la main. « Christopher, dit-il, vous ressemblez à votre grand-mère. »« Merci, monsieur. » « Asseyez-vous. » Il s'est assis derrière un bureau en chêne massif. Il n'a pas souri. Il a ouvert un dossier. J'ai entendu parler de la fête. Silas a dit que Madame Higgins est une de mes clientes. Elle m'a envoyé le lien vidéo. Vidéo? J'ai cligné des yeux. Elle a diffusé en direct le petit discours de votre père sur le groupe Facebook du quartier. Il a 12 000 vues. Ma mâchoire est tombée. Vous plaisantez. Je ne plaisante jamais avec les preuves, dit Silu. Mais cette vidéo va être très utile.
Il a sorti un document. Ceci est le dernier testament de Rose Sterling. Elle l'a rédigé 6 mois avant sa mort. Elle était lucide. Elle avait toute sa tête. Et elle était en colère. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle savait qu'ils essaieraient de vous tromper, Chris. Elle connaissait les jeux de hasard de Julian. Elle savait que votre père était endetté jusqu'au cou. Elle m'a dit, Silas, ils vont essayer de le dévorer vivant. Mes yeux piquaient. Grand-mère savait. Donc, continua Silas. Elle a structuré la succession d'une manière très spécifique. Premièrement, les actifs. Il a glissé un papier sur le bureau. Article 1, le cottage au 42 Oakland. Bénéficiaire, Christopher Sterling. Article 2, le portefeuille d'investissement évalué à 1,2 million de dollars. Bénéficiaire, Christopher Sterling. Article 3, les effets personnels, bijoux, art, meubles. Bénéficiaire, Christopher Sterling. J'ai fixé le papier. Tout. Elle m'a tout laissé. Pas tout, corrigea Silas. Elle a laissé à votre père sa collection de dés à coudre anciens. Elle a laissé à votre mère ses livres de recettes. Et elle a laissé à Julian une photo encadrée de lui-même. J'ai failli m'étouffer. C'est brutal. Rose avait le sens de l'humour, concéda Silas avec un petit sourire. Mais voici la partie importante. Le rebondissement, si vous voulez. Il tourna à la dernière page du testament. Elle était surlignée en jaune. La clause de contrainte. Silas lut à voix haute. Si un bénéficiaire ou un membre de la famille tente de contraindre, menacer, faire chanter ou intimider le bénéficiaire principal, Christopher Sterling, à partager, diviser ou renoncer à son héritage, il sera immédiatement déshérité de tout don résiduel. Et l'exécuteur testamentaire, Silu Thorne, est chargé d'engager des poursuites judiciaires pour harcèlement. Silas leva les yeux. Votre père vous tendant une facture de 400 000 $. Votre mère brisant vos biens. Votre frère volant votre véhicule. C'est la définition de la contrainte. Alors, j'ai balbutié, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, Silas se pencha en arrière, joignant les mains, que cette vidéo que Madame Higgins a prise vient de coûter à votre famille les dés à coudre et les livres de recettes. Mais plus important encore, elle active la fiducie de protection agressive. Je peux maintenant geler leurs actifs s'ils tentent de vous contacter à nouveau. Je peux déposer un rapport de police pour le vol du camion et je peux les poursuivre pour détresse émotionnelle en utilisant les fonds de la succession. Il poussa un téléphone vers moi. Il vous appelle 80 fois par jour. Je sais, dit Silas. Ils ont reçu une copie du testament par coursier ce matin. Ils savent qu'ils ont perdu la maison. Ils savent que vous êtes millionnaire et ils savent qu'ils sont en de très, très graves difficultés. Je suis resté là à digérer l'information. J'étais millionnaire. Je possédais la maison de grand-mère et ma famille, les gens qui m'avaient méprisé toute ma vie, étaient paniqués. Que voulez-vous faire, Christopher, demanda Silas. Nous pouvons prendre la voie de la terre brûlée. Nous pouvons déposer des accusations de vol de camions dès aujourd'hui. Nous pouvons expulser Julian de l'adhésion au country club payé par grand-mère. J'ai pensé au trophée brisé. J'ai pensé aux couches que j'ai changées. J'ai pensé à la facture. J'ai regardé Silu. Je veux mon camion, ai-je dit. Et je veux qu'il sache que j'ai terminé. Terminé? Je ne veux pas les poursuivre pour détresse, ai-je dit. Je veux les évincer de ma vie totalement, définitivement. Un choix judicieux, acquiesça Silu. Mais d'abord, nous devons récupérer ce camion, et je pense que nous devrions être accompagnés de la police. Julian a commis un vol qualifié de véhicule. Je me suis levé. Je me sentais plus grand, plus léger. Allons chercher mon camion, ai-je dit. Nous sommes sortis du bureau. Le soleil brillait. Je ne le savais pas encore, mais la confrontation à la maison n'allait pas être une dispute. Ça allait être une reddition. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'allais arriver dans une voiture de police pour en être témoin. S'asseoir sur le siège passager d'une voiture de police est une expérience surréaliste, surtout quand on n'a pas commis de crime. Le shérif Miller conduisait. C'est un homme bien, un gars que j'ai vu sur les lieux d'incendie pendant 10 ans.
Il fait habituellement un signe de la main quand nous nous croisons sur la route, mais aujourd'hui, son visage était de marbre. Derrière nous, Silu Thorne suivait dans sa Jaguar vintage. « Ça va, Chris ?» demanda le shérif Miller, me jetant un coup d'œil. « Je ne sais pas, Jim » ai-je admis, regardant par la fenêtre tandis que la communauté fermée familière défilait. « Je veux juste mon camion. »« Nous le récupérons, » dit Miller. « Et nous nous assurons que personne ne vous donne de problème. » J'ai vu la vidéo, au fait. Madame Higgins l'a partagée avec ma femme. Je me suis frotté le visage. Super. Donc, toute la ville est au courant. Toute la ville sait que vous êtes un homme décent élevé par des loups, me corrigea Miller. N'ayez pas honte d'avoir survécu, mon garçon. Nous avons tourné au coin de la rue de mes parents. Je m'attendais à voir la maison majestueuse, comme toujours, imposante, parfaite, intouchable. Au lieu de cela, j'ai vu le chaos. Il y avait une dépanneuse à plateau garée de travers dans l'allée. Un agent de saisie en gilet fluo attachait des chaînes au châssis de la Porsche 911 GT3 de Julian. Miller laissa échapper un léger sifflement. On dirait que la banque nous a devancés. Nous nous sommes arrêtés juste derrière la dépanneuse. Je suis sorti de la voiture de police juste au moment où la porte d'entrée du manoir s'ouvrait en grand. Mon père, Arthur Sterling, en sortit en trombe. Il ne portait pas sa veste de costume. Sa cravate était défaite. Il avait l'air échevelé, un homme qui n'avait pas dormi depuis 4 jours. « Vous ne pouvez pas prendre cette voiture !» Arthur criait sur l'agent de saisie. « Je vous ai dit que le virement est en attente. C'est une erreur bancaire. » « L'ordre est arrivé ce matin, mon pote, » dit le chauffeur, sans même lever les yeux en actionnant le treuil. « Saisir les actifs. Non-paiement. » « Papa. » Julian apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui. Il avait l'air d'un fantôme. Il portait un survêtement. L'arrogance de la fête avait disparu, remplacée par une peur tremblante et pathétique. « Papa, fais quelque chose. Ils prennent la Porsche. »« Je m'en occupe, » rugit Arthur. Puis il me vit. Il vit la voiture de police. Il vit le shérif Miller sortir, ajustant sa ceinture. Il vit Silu Thorne sortir de la Jaguar avec une mallette. Arthur arrêta de crier. La couleur s'échappa de son visage jusqu'à ce qu'il ressemblât de la pâte grise. « Christopher, » dit-il. Sa voix ne retentissait plus. Elle était faible. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as amené la police chez tes parents. »« J'ai amené la police sur une scène de crime, Arthur, » dis-je calmement. « Scène de crime ? » Ma mère Evelyne sortit sur le porche. Elle avait l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Pas de maquillage, ses cheveux attachés en un chignon désordonné. Ne sois pas dramatique. Nous sommes une famille. Le vol qualifié de véhicule n'est pas une activité familiale, Madame Sterling, dit le shérif Miller, s'avançant à mes côtés. Votre fils Julian est en possession d'un véhicule volé. Un Ford F-150 de 2018 immatriculé au nom de Christopher Sterling. C'était un cadeau, cria Julian. Papa me l'a donné. Je ne te l'ai pas donné. Arthur siffla à Julian, essayant de se distancer. J'ai dit que tu pouvais l'emprunter. Tu as dit que c'était à moi. Tu as dit que Chris était hors du testament. Julian cria en retour. Où sont les clés, Julian, demandai-je. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. J'avais l'insigne, l'avocat et la supériorité morale. Julian regarda la Porsche être soulevée dans les airs. Il regarda le shérif. Il fouilla dans sa poche et sortit mes clés. Il les jeta sur l'allée. Elles atterrirent avec un tintement métallique à mes pieds. Je me penchai et les ramassai. Le métal était frais et familier. Vérifie le camion, Chris, dit Silas doucement. Assure-toi que tout est là. Je me suis dirigé vers mon camion. Il était garé sur l'herbe sur la pelouse immaculée que mon père prisait plus que ses enfants. Julian l'avait traité comme une ordure. Il y avait des empreintes de boue sur le tableau de bord, des emballages de fast-food sur le sol. Mais en ouvrant la porte, je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose de l'esquisse de ma vie que je n'avais pas encore assemblée. Sous le siège conducteur,
grand-mère Rose empruntait parfois mon camion pour emmener ses débris de jardin au centre de compostage. Elle disait que la suspension était plus douce pour son dos que sa berline. J'ai fouillé sous le siège. Ma main a effleuré quelque chose en cuir. Je l'ai sorti. C'était un vieux journal relié en cuir. Le journal de grand-mère. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je l'avais cherché pendant des mois après sa mort. Toute la famille l'avait cherché. Nous savions qu'elle tenait des notes détaillées sur tout, mais il avait disparu. Elle devait l'avoir caché ici la dernière fois qu'elle a conduit le camion, sachant que Julien et Arthur ne daigneraient jamais regarder à l'intérieur du véhicule d'un homme qui travaille. Je l'ai ouvert à la dernière entrée datée de 3 semaines avant sa mort. Arthur était ici aujourd'hui. Il pense que je dors. Il parlait à Julien au téléphone de mes obligations. Il ne sait pas que je les ai transférées à la fiducie pour Christopher l'année dernière. Il s'est tenu au-dessus de mon lit et a regardé sa montre. Il n'attend pas que je me rétablisse. Il attend que je parte pour pouvoir payer ses dettes. Il m'a volé en 98 pour créer son entreprise et il essaie de me voler maintenant pour la sauver. J'ai caché la preuve du détournement de fonds de 98 dans le coffre-fort de la First National. Silas a la clé. Christopher doit savoir. Il est le seul qui soit propre. Une froide fureur m'a envahi. Il l'a volé. Il a bâti tout cet empire, ce manoir, ce mode de vie avec l'argent qu'il a volé à sa propre mère. Je me suis éloigné du camion, tenant le journal comme une arme. « Qu'est-ce que c'est » demanda Arthur, lorgnant le livre. « Des preuves, dis-je. » Je me suis dirigé vers Silas et lui ai tendu le journal. « Lisez la dernière entrée. » Silas ajusta ses lunettes. Il le lut rapidement. Ses sourcils se levèrent. Il regarda Arthur avec un pur dégoût. « Détournement de fonds, dit Silas. La prescription pourrait être délicate, Arthur, mais les dommages à la réputation. C'est pour toujours. Donnez-moi ça. » Arthur s'élança. Le shérif Miller s'interposa entre nous, sa main posée sur son étui. « Reculez, Arthur. Maintenant. » Arthur se figea. Il regarda la dépanneuse s'éloigner avec la Porsche. Il regarda les voisins se rassembler sur le trottoir, chuchotant, pointant du doigt. « Monsieur Harrington a appelé ce matin, » dit Arthur, la voix brisée. Il a retiré le financement pour le projet du centre-ville. Il a dit qu'il avait vu la vidéo. Il a dit, « Je suis un poids. Les actions ont des conséquences. » Nous sommes ruinés, Christopher, sanglota ma mère. Comprenez-vous? Si nous n'avons pas accès à la succession de Rose, nous perdons cette maison. Nous perdons tout. Julien doit de l'argent à des gens dangereux. Je sais, dis-je. Tante Clara me l'a dit. S'il vous plaît. Evelyne tendit la main, essayant de me saisir la main. Ses doigts étaient froids. Tu es mon fils. Tu ne peux pas nous laisser finir dans la rue. Signe simplement la main levée. Partage l'héritage. Nous pouvons payer la dette de Julien, sauver la maison, et nous pouvons redevenir une famille. Nous te pardonnerons la scène à la fête. Je la fixai. Nous te pardonnerons. Même maintenant, suppliant pour sa vie, elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait tort. Elle pensait toujours que c'était elle qui offrait le pardon. Je regardais la maison où j'avais grandi. Je me souvenais des dîners froids, des critiques, de la solitude. Je me souvenais qu'on m'avait dit que je n'étais pas assez bon parce que je ne gagnais pas 6 chiffres. Et je me souvenais de grand-mère Rose mourant dans ce petit cottage, effrayée par son propre fils. « Tu as brisé mes trophées, maman, dis-je doucement. » C'était juste. J'étais ému, cria-t-elle. Tu m'as tendu une facture pour m'avoir élevé, papa. Je me suis tourné vers Arthur. Tu as mis un prix sur la paternité. Je t'enseignais une leçon sur la valeur, argumenta Arthur, bien que ses yeux suppliaient. Tu l'as fait, acquiesçai-je. Tu m'as appris exactement ce que tu valorises, et ce n'est pas moi. Je me suis tourné vers Silas. Je veux activer pleinement la clause de contrainte. J'ai dit, ils n'auront rien. Ni dés à coudre, ni recettes, ni photos, et je veux une ordonnance de restriction. S'il s'approche à moins de 150 mètres de moi ou de la maison de grand-mère, je veux qu'il soit arrêté. C'est fait, dit Silas.
Christopher, cria Julien, courant vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Ils vont me tuer si je ne paie pas. Alors trouve un travail, Julien, dis-je, ouvrant la porte de mon camion. J'ai entendu dire que la caserne de pompiers embauche des concierges. C'est le salaire minimum, mais c'est un travail honnête. Je suis monté sur le siège conducteur. Ça sentait les frites rassis et le parfum cher de Julien. Mais sous ça, ça sentait mon camion. J'ai tourné la clé. Le moteur V8 rugit, bruyant et agressif. Arthur et Evelyne se tenaient sur l'allée, se tenant l'un l'autre, regardant leur monde s'effondrer. Les voisins filmaient. Le camion de saisie était parti. Le shérif montait la garde. Je ne leur ai pas fait de doigt d'honneur. Je n'ai pas crié. J'ai juste mis le camion en vitesse et je suis parti. En passant le portail de la communauté, j'ai vu une Subaru familière garée sur le bord de la route. Tante Clara était appuyée contre elle, les bras croisés, souriante. J'ai ralenti et baissé la vitre. « Tu l'as eu ?» demanda-t-elle. « Je l'ai eu » dis-je. « Et eux ?» « Ils récoltent ce qu'ils ont semé » dis-je. « Bien » Clara hocha la tête. « Dîner au cottage ce soir ? Je fais des lasagnes. »« Je serai là » dis-je. Je suis parti, laissant l'héritage Sterling dans le rétroviseur, rapetissant jusqu'à disparaître complètement. 6 mois plus tard, le coucher de soleil sur le cottage de grand-mère Rose est différent du coucher de soleil sur la propriété de mes parents. Il n'est pas filtré par le smog ou bloqué par d'immenses et d'intimité. Il est brut, orange et violet, se répandant sur les chênes et éclairant le porche où je m'assois chaque soir. Je suis assis dans le fauteuil à bascule de grand-mère, celui que j'ai réparé et restauré moi-même. Le bois est lisse sous ma main. Beaucoup de choses ont changé en 6 mois. La première chose que j'ai faite avec l'argent de l'héritage n'a pas été d'acheter une Ferrari. Je n'ai pas acheté de yacht. Je n'ai pas quitté mon travail. J'ai rénové cette maison. J'ai réparé le toit qui fuyait. J'ai mis à jour la plomberie pour que la douche ne crie pas quand on l'ouvre. J'ai peint la cuisine d'un jaune doux, la couleur dont grand-mère parlait toujours mais n'a jamais eu le temps de faire. J'ai transformé la chambre d'amis en une véritable chambre d'amis, pas un placard de rangement, mais j'ai gardé l'âme du lieu. Son service à thé est toujours sur l'étagère. Ses gants de jardinage sont toujours près de la porte arrière. La mangeoire à oiseaux est pleine. Je travaille toujours à la caserne de pompiers. En fait, j'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter de nouveaux équipements pour la caserne, des caméras thermiques dont nous avions désespérément besoin. Le chef a essayé de nommer la nouvelle aile en mon nom. Je lui ai dit de l'appeler l'aile commémorative Rose Sterling. Quant à l'Empire Sterling, eh bien, la gravité est une maîtresse cruelle. Silu Thorne a été impitoyable. Il a exécuté le testament à la lettre. Avec les preuves du journal et la vidéo de la contrainte, mes parents n'avaient aucun argument valable. Ils ont dépensé une fortune en avocats pour le combattre, ce qui n'a fait que vider leurs ressources de plus en plus rapidement. Ils ont perdu le manoir il y a 3 mois. La saisie immobilière est un mollet dans la haute société. Elle se répand comme un virus. Ils ont été bannis du country club, abandonnés par leurs amis, et ignorés par les gens qu'ils cherchaient autrefois à impressionner. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de tante Clara. Ils vivent dans un appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Mon père essaie de travailler comme consultant, mais sa réputation est toxique. Ma mère travaillerait à temps partiel au comptoir de parfumerie d'un grand magasin. Cela semble dur. Je sais que certaines personnes diront, mais Chris, ce sont tes parents. Tu as des millions. Tu pourrais les aider. Je pourrais. Je pourrais écrire un chèque aujourd'hui qui résoudrait tous leurs problèmes. Mais je me souviens de la facture. Je me souviens du trophée brisé. Je me souviens du regard dans les yeux de Julien quand il a volé mes clés. Les aider ne serait pas de l'amour. Ce serait de l'encouragement. Ils doivent apprendre la leçon qu'ils ont essayé de m'enseigner. On gagne sa vie dans ce monde. Et Julien, les crypto sharks ne lui ont pas brisé les jambes, heureusement, mais il a dû déclarer faillite. Sa femme, Bella, l'a quitté le jour où la Porsche a été saisie. Elle a pris le chien et est retournée vivre chez ses parents. Julien travaille actuellement comme chauffeur VTC. J'ai commandé une voiture l'autre jour pour aller à l'aéroport et j'ai vu son nom apparaître sur l'application.
J'ai annulé la course et j'ai attendu la suivante. Je ne suis pas prêt pour cette conversation. Peut-être que je ne le serai jamais. Ce soir, l'air est vif. J'entends du gravier crisser dans l'allée. La Jeep de David s'arrête et Clara est avec lui. Elle tient un Tupperware que je soupçonne de contenir son célèbre crumble aux pommes. « Tu as déjà allumé le barbecue » crie David, sortant de la voiture. Il porte une chemise hawaïenne qui offense les yeux. Mais il a l'air heureux. « Les charbons sont chauds » lui répondis-je. « J'ai apporté le vin » dit Clara, montant les marches. « Et pas le bas de gamme. »« Nous fêtons. »« Fêtons quoi » demandai-je, me levant pour la serrer dans mes bras. « 6 mois de liberté, dit-elle, me serrant fort. Et j'ai eu un appel de Silas aujourd'hui. Oh, il a trouvé un autre compte. Clara sourit. Grand-mère a laissé un fonds d'éducation séparé pour mes enfants. Elle savait que j'avais du mal à payer leurs études. Elle l'a caché à Arthur. Je souris. Bien sûr qu'elle l'a fait. Rose Sterling jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Nous nous asseyons sur le porche alors que les étoiles apparaissent. Nous mangeons des steaks et du crumble aux pommes. Nous rions, de vrais rires, pas les ricanements polis et réservés des dîners de mes parents. Je regarde autour de la table. David, qui m'a soutenu quand je n'avais rien. Tante Clara, qui m'a averti quand j'allais tomber dans un piège. C'est ça. J'ai réalisé que pendant 34 ans, je courais après la mauvaise chose. Je courais après l'approbation de gens incapables de m'aimer. J'essayais d'acheter une place à une table où j'étais au menu, mais je n'avais pas besoin de leur table. J'ai la mienne. Je lève mon verre. À Rose, dis-je. À Rose, répètent David et Clara tandis que je prends une gorgée. Je sens une douce brise frôler les chênes. Cela ressemble à un murmure. Tu es assez, Christopher. Tu l'as toujours été. Je me penche en arrière dans la chaise. Le cauchemar est terminé. Le silence de mon téléphone n'est plus un vide. C'est un traité de paix que j'ai signé avec moi-même. Je suis Christopher Sterling. Je suis pompier. Je suis un petit-fils. Et pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. Voilà mon histoire. C'est une aventure folle, d'une facture de 400 000 $ à une soirée tranquille sur un Porsche. Mais la vie avance rarement en ligne droite. Je veux vous laisser avec quelques leçons que j'ai tirées de cette épreuve de feu. Premièrement, le sang vous lie, mais la loyauté fait de vous une famille. Ne ruinez pas votre âme à essayer de plaire à des gens qui ne vous considèrent que comme un atout. Si l'amour vient avec un prix ou une facture pour vous avoir élevé, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Deuxièmement, documentez tout. Si grand-mère Rose n'avait pas gardé ce journal, si Madame Higgins n'avait pas filmé cette vidéo, ma vie serait très différente aujourd'hui. La vérité est votre meilleure arme, mais la preuve est votre bouclier. Et enfin, connaissez votre valeur. Mes parents ont essayé de me convaincre que j'étais un échec parce que je n'étais pas un PDG. Mais la vraie richesse n'est pas la voiture dans votre allée. C'est la paix dans votre foyer et les gens qui sont là pour vous quand vous n'avez rien à offrir qu'un vieux camion. Je veux maintenant vous entendre. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de ceci? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour vous sauver? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions. Ou si cette histoire a résonné en vous et que vous êtes content que justice ait été rendue, commentez simplement le mot « bien » pour que je sache que nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci d'avoir écouté. Merci d'être mon témoin. Et souvenez-vous, ne laissez personne vous effacer. Je vous retrouve dans le prochain épisode. And it's Outlast Trials. That's what I like. My Roonies. What's good, Zone? Outlast, your no-no game? It's a no-no game. I'm done getting my bag. I only get on there to play arm wrestling. I do not like Outlast Trials, bro.
What we on today? Apparently Outlast Trials. Arm wrestle for time? Fuck no. Vaughn, there's already a plethora of ways y'all can earn time. I'm not adding shit else. Y'all better hit them incentives, bro. I think one of the incentives is a bunch of incentives where y'all got time. I got no swearing days where every time I swear, I add 5 minutes. I got there's one for double